Anatomie des paires crâniennes. On a un peu l'impression d'être dans un film avec Tom Cruise, là, à bouger les... Alors, je vous propose d'abord quelques rappels de notions élémentaires, de manière à mieux comprendre les différentes images que vous allez voir durant cette petite heure. Je ne pense pas que vous soyez très habitué à l'aspect de l'imagerie. Vous avez eu des modules là-dessus? Si, vous êtes d'accord. Vous êtes déjà très fort. Donc ici, je vous ai mis 3 images qui correspondent à de l'imagerie en coupe qui est réalisée dans le plan axial. Donc il est évident pour tout le monde que là, le patient est vu par les pieds, d'accord, et que la droite du patient est de ce côté-ci, la gauche du patient est de ce côté-ci. D'accord? Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous pouvez me dire laquelle de ces 3 images est un scanner? Au centre, oh là, ils sont trop forts. Bah, c'est fini alors. Donc c'est bien l'image du milieu qui est un scanner et vous l'avez individualisé très facilement. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes aidé de ceci. C'est-à-dire que toute l'épaisseur qu'il peut y avoir entre le monde extérieur et le crâne du patient apparaît très blanc. En scanner, on va dire très hyper dense. Et ça vous apporte une information qui est importante dans ce cours. Il est que, eh bien, contrairement à ce que l'on voit en IRM, on va pouvoir étudier les structures osseuses et le scanner est l'élément d'exploration en imagerie qui est le meilleur pour visualiser les structures osseuses. Donc qu'est-ce que ça vient faire dans ce cours? Eh bien, comme vous l'avez vu déjà auparavant, les différentes paires crâniennes ont un noyau, vont avoir un trajet cisternal sous la forme de nerfs, et puis ensuite vont avoir des trajets plus ou moins complexes, exocrâniens, et pour ce faire, eh bien, ils vont passer par différents conduits et canaux osseux. Et pour les appréhender, pour les visualiser, pour essayer de les comprendre, eh bien, nous nous servirons du scanner. 2 autres plans qui vous sont proposés. Là, c'est vraiment pour que l'on emploie le même vocabulaire. Ici, vous avez une vue de face de votre patient, avec la droite qui est toujours de ce côté-ci. Et on va parler de plan coronal ou de plan frontal. Donc lorsque je vous dirai plan coronal ou plan frontal, vous pouvez vous repérer. Ici, voici un plan sagittal en IRM, où là, le patient est vu de profil. Donc tout ceci apparemment été acquis. Donc quel type d'imagerie allons-nous pouvoir utiliser pour visualiser ces différentes paires crâniennes? On vient de le voir, les 3 plans de l'espace peuvent être imagés, que ce soit de l'axial, du coronal ou du sagittal, mais également tous les plans intermédiaires, obliques, qui vont ainsi nous permettre de bien nous positionner dans le plan des différentes structures crâniennes. Alors on n'utilise pas les mêmes outils d'imagerie pour visualiser les différentes portions de paires crâniennes. Comme je vous l'ai notifié ici, lorsque l'on veut explorer le noyau d'une des paires crâniennes, eh bien, on se servira plus particulièrement de l'IRM. Pourquoi? Eh bien, parce que même si l'on ne voit pas directement, ça vous le savez, les différents noyaux moteurs sensitifs sensoriels de ces paires crâniennes, eh bien, l'IRM a une définition spatiale qui est très supérieure au scanner et qui va nous permettre de visualiser des régions du tronc cérébral dont on sait, parce qu'on est très fort en anatomie, eh bien, qu'à cet endroit-là siègent différents noyaux. D'accord? Donc là, on reverra quelques coupes sur le tronc cérébral sur lesquelles on sait qu'existent, que sont présents ces noyaux des paires crâniennes. Et ça, c'est extrêmement important, particulièrement lorsque plus tard, vous intégrerez ces données d'imagerie à la clinique particulière de tel ou tel patient. Donc, structure nucléaire, cela va être l'IRM. Puis, ces différentes paires crâniennes vont avoir un trajet cisternal dans le liquide cérébrospinal, donc toujours à l'intérieur de la voûte crânienne. Cette portion cisternale, on la visualisera également en IRM. Et finalement, bien, le scanner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera véritablement dévolu à l'exploration des portions extracrâniennes de ces différentes structures. Voilà, j'avais un exemple en vidéo qui vous permet... Donc ceci, vous l'avez reconnu, c'est de l'IRM. Et si cette vidéo veut bien partir, il n'y a pas de raison dans un... Peut-être là-haut, on ne la voit pas non plus là-haut. Bon. Ah. Splendide, effectivement. C'est pas grave, on va en voir les différents éléments au fur et à mesure. Donc je vous l'ai dit, première partie, on va
visualiser ces 12 paires crâniennes, quelle que soit leur fonction, en partant du haut, en partant du numéro 1 et en allant jusqu'au numéro 12. Donc la première paire crânienne, entre guillemets, est le nerf olfactif. Comme vous avez pu le voir déjà, eh bien, vous savez que c'est un nerf qui est sensoriel, et son utilité vous est symbolisée en haut à gauche de cette diapositive. À partir de la tache olfactive qui est située au niveau de la muqueuse nasale et que l'on ne voit pas en imagerie, eh bien, on sait que l'on a une multitude de petits faisceaux neuronaux qui sont des cellules bipolaires qui vont traverser une structure osseuse que, elle, on peut visualiser en imagerie, qui correspond à cette structure osseuse-là, que je vais vous dessiner, parce qu'on en a les possibilités. Une structure osseuse, un plan ici symbolisé, où je vous ai dessiné les différents filets olfactifs qui donc perforent la base du crâne à sa partie antérieure et vont se réunir pour donner ce que l'on appelle le bulbe olfactif. Et là, on est passé dans une topographie intracrânienne. Je crois qu'on va rester par là. Ça sera beaucoup plus simple. Ici, vous voyez sur cette représentation en IRM, eh bien, que vous visualisez le bulbe olfactif. Donc cette première paire crânienne, vous savez que certaines de ces portions, les plus périphériques, celles qui servent de récepteurs sensoriels, ne vont pas pouvoir être visualisées en imagerie, mais on en voit en tout cas les pourtours osseux. Particulièrement, on voit la lame criblée de l'ethmoïde, donc vous avez pu voir qu'elle était une structure osseuse qui est extrêmement fine, au-dessus duquel eh bien, coule du liquide cérébrospinal qui baigne ce bulbe olfactif que l'on va pouvoir mieux appréhender dans ce plan coronal, ici du scanner, vous le reconnaissez à la densité élevée des différentes structures osseuses. Ce que vous voyez ici, de part et d'autre de l'apophyse cristagallique, correspondent également à la lame criblée. Je vous ai symbolisé ici ces filets olfactifs qui donc vont perforer cette structure osseuse pour se réunir et donner ces structures que l'on appelle les bulbes olfactifs, qui vont ensuite avoir un cheminement postérieur. Il vous est symbolisé ici sur ce dessin. Donc ici l'avant, l'arrière, vous avez reconnu les globes oculaires, les nerfs optiques jusqu'au niveau des chiasmas. À la face médiale et inférieure des lobes frontaux, on retrouve donc ces structures qui ne sont plus de simples filets maintenant, mais qui sont organisées réellement en nerfs. Les bulbes olfactifs qui vont avoir un trajet postérieur entre le gyrus droit et le gyrus orbitofrontal, dans un petit sillon qui est appelé le sillon olfactif, et qui vont en arrière avoir tendance à se diviser en 3 faisceaux. Donc ces bulbes-là, on les voit très bien, c'est ce que l'on vient de voir ici dans un plan coronal. Vous avez vu que la périphérie, c'est-à-dire les filets olfactifs traversant la lame criblée, on ne les voit pas. On voit la lame criblée, on peut voir également les bulbes olfactifs, on voit les petits lobes cérébraux dont je vous ai parlé, le gyrus droit, le sillon olfactif et le gyrus orbitofrontal. L'ensemble du système olfactif, ce sont l'ensemble de ces structures, donc il est possible directement d'en visualiser la normalité anatomique. Et puis ensuite, je vous ai dit qu'elle allait avoir un trajet postérieur et qu'il allait se diviser ensuite en 3 faisceaux différents, dont le plus épais est le faisceau médian. Donc ces faisceaux, on ne les voit pas directement, mais on sait exactement où est-ce qu'ils se projettent. Le sillon olfactif que l'on a vu ici, le bulbe olfactif ici se divise, et la partie la plus importante de cette triple division va aller se localiser au niveau de cette région-là. On est de nouveau en vue de face, en plan coronal. Ici, vous visualisez le lobe temporal. Eh bien, cette division latérale va aller donner des fibres au niveau de ce que l'on appelle le cortex entorhinal, dont vous avez entendu parler, je pense, que j'ai vu que vous aviez un cours sur le système limbique, et puis va également donner des projections vers les structures thalamiques et les structures spinales. Donc, étant donné qu'on a vu ce qu'il est possible de visualiser du système olfactif en imagerie, je vous propose ces 3 images, et je vous demande lequel, au singulier ou au pluriel, de ces patients présente des troubles de l'odorat. À votre avis, le patient numéro 1. Donc on est dans une vue coronale, on voit le patient de face, vous voyez un petit peu son cadre orbitaire, ici les fosses nasales, les sinus maxillaires latéralement, et puis eh bien, vous voyez qu'on a un comblement des fosses nasales. Normalement, qu'est-ce que l'on devrait rencontrer au niveau des fosses nasales? Uniquement de l'air, et puis une muqueuse qui est très fine. Là, vous voyez qu'il y a un comblement de ces structures, et donc tous les filets olfactifs vont être pris dans ce syndrome de masse, peu importe le diagnostic, mais ce patient-là présentait bel et bien des troubles de l'odorat. Patient numéro 2,
un plan sagittal en IRM. Donc vous reconnaissez les structures bulbo-protubérantielles, les structures mésencéphaliques, ici votre corps calleux, le cervelet, lobe occipital, pariétal, lobe frontal, et puis là vous constatez qu'il y a une structure supplémentaire, vous êtes d'accord? Un syndrome de masse qui vient appuyer sur le lobe frontal. On a dit tout à l'heure que les structures du système olfactif allaient naître au niveau de la muqueuse nasale, puis les petits filets allaient passer la lame criblée, s'organiser en bulbe olfactif. Donc là, on est très à distance du système olfactif, même si cette lésion est antérieure, ce patient ne présentait pas de trouble de l'odorat. Et celui-ci, donc une vue coronale, effectivement, tout à l'heure, on a vu qu'en lieu et place de cette volumineuse masse qui apparaît très en hypersignal, en IRM, eh bien, on met en ce syndrome de masse occupe ce qui tout à l'heure était le site de passage des bulbes olfactifs. Donc ce patient-là également présentait un trouble de l'odorat. Seconde paire crânienne, le nerf optique, dont on dit que c'est une émanation du système nerveux central, un gros faisceau de substances blanches, dont vous connaissez déjà la fonction et dont on décrit différentes portions qui sont toutes analysables en imagerie, que ce soit les différentes portions du nerf lui-même ou, c'est sûr, du nerf lui-même ou ensuite du trajet des radiations optiques, ou bien des différentes structures osseuses que vont traverser ce nerf optique lorsqu'il va pénétrer à l'intérieur du crâne. Donc on distingue une portion rétrobulbaire en arrière du globe oculaire, que l'on visualise très bien en scanner comme en IRM. Donc vous voyez ces bandelettes divergentes à la partie postérieure du globe oculaire, qui vont avoir un trajet, qui vont les faire se réunir en topographie intracrânienne sous forme de chiasma optique. Ces nerfs optiques rétrobulbaires, vous pouvez également les visualiser dans le plan coronal. Vous voyez qu'ils sont entourés d'une gaine de méninge. Je vous ai dit que c'était une émanation du système nerveux central, les nerfs optiques, donc il est normal qu'il y ait de la méninge autour. Et il est normal également qu'autour de ce nerf optique, on voit un petit peu de liquide. Vous voyez cette structure blanche autour du nerf tout noir, eh bien, qui correspond à du liquide cérébrospinal. Donc voici la portion rétrobulbaire du nerf optique en arrière du globe oculaire et à l'intérieur des cavités orbitaires entourées par de la graisse et différents muscles oculomoteurs. Puis donc, on retrouve nos globes oculaires, nos nerfs optiques rétrobulbaires. Et là, on est passé en scanner. Pourquoi? Eh bien, parce que ce nerf optique va traverser un conduit osseux, le canal optique, que vous visualisez dans cette topographie dans le plan axial, que vous allez pouvoir visualiser dans le plan coronal dans cette topographie. On est donc sorti de l'orbite au niveau de ce petit canal qui est vraiment à la pointe de la pyramide à pointe postérieure, qui est ce globe oculaire. Donc vous voyez déjà, on les reverra tout à l'heure, qu'il existe 3 trous à la face postérieure de la cavité orbitaire, le canal optique contenant le nerf optique. En intracrânien, donc là, toujours nos nerfs optiques en portion rétrobulbaire, mais cette fois-ci à l'intérieur du crâne. Ici, nous sommes sur une vue de face. Donc ces deux portions vont se rejoindre pour former le chiasma optique sur la ligne médiane, juste au-dessus de cette structure qui correspond à la glande hypophysaire à l'intérieur de la selle turcique. Donc nous sommes à cet endroit-là sur ce dessin anatomique. Vous voyez que ce dessin anatomique, on parvient à le reproduire parfaitement en imagerie, donc on parvient parfaitement à visualiser le chiasma optique. Vous le voyez ici sur ce plan sagittal, au-dessus de la selle turcique et de la glande hypophysaire, eh bien, on retrouve ce chiasma optique qui donc correspond à l'union des deux nerfs optiques rétrobulbaires. Puis ensuite, en arrière du chiasma optique, ce que l'on visualise ici, eh bien, deux bandes à nouveau qui se séparent, porteurs de l'information visuelle obtenue par les cellules sensorielles rétiniennes, qui vont avoir cette fois-ci un trajet divergent pour se projeter en arrière en faisant le tour des carrefours ventriculaires, après une étape par les corps genouillés latéraux, pour aller ensuite apporter l'information de part et d'autre de cette petite scissure au niveau du lobe occipital. Donc ici, vous reconnaissez, comme tout à l'heure, les structures bulbo-protubérantielles, ici le mésencéphale et les pédoncules cérébraux.
notre corps calleux, ici du cervelet, la tente du cervelet, ici un lobe occipital, séparé du lobe pariétal par le sillon pariéto-occipital, et bien les informations visuelles vont aller se répartir au niveau du cortex visuel de part et d'autre de ce sillon que l'on appelle le sillon calcarin. Donc on est tout à fait capable, bien entendu, de visualiser ce qui se passe autour du sillon calcarin et ainsi de savoir si l'anatomie normale est respectée de part et d'autre de ce sillon extrêmement important et si éventuellement un processus pathologique s'y développe et peut expliquer, par exemple, les déficits visuels d'un patient. Un exemple ici, parmi ces 3 patients, lesquels, à votre avis, présentent une baisse de l'acuité visuelle? Commençons par celui-ci. Donc une vue coronale. Donc vous reconnaissez en topographie médiane les bulbes olfactifs. Ici, on retrouve nos nerfs optiques dans leur portion rétrobulbaire. Et vous voyez que de ce côté-ci, il y a une structure supplémentaire qui vient appuyer sur le nerf optique du haut vers le bas. Donc, étant donné qu'on a vu la radioanatomie du nerf optique, eh bien, on sait que le nerf optique se positionnant ici, eh bien, il est victime de l'effet de masse engendré par cette structure. Et ce patient-là avait bel et bien une baisse de l'acuité visuelle uniquement latéralisée du côté gauche, puisqu'on est en avant du chiasma optique. Ça, vous avez eu la somatotopie un peu de... la somatotopie de... Non, vous ne l'avez pas eu non plus. Bon, je pense que vous aurez des cours spécifiques là-dessus. On va essayer de rester sur de l'imagerie. Ce patient-ci, je vous posais la question, vous voyez, c'est une vue frontale, comme celle-ci, avec une séquence un petit peu différente. On a vu cette image tout à l'heure. On a vu ce plan de coupe anatomique, pardon, déjà tout à l'heure. Et on avait vu que eh bien, nos 2 nerfs optiques rétrobulbaires allaient se réunir pour former le chiasma optique. D'accord ? On a dit que le chiasma optique était juste au-dessus de la selle turcique et de la glande hypophysaire. Ici, on a perdu l'aspect que nous avions tout à l'heure à l'état normal. Et nous avons un chiasma optique qui est complètement laminé vers le haut. Donc ce patient a également présenté une baisse de l'acuité visuelle puisqu'il y a une interruption, puisqu'il y a un syndrome de masse sur le trajet normal des voies visuelles antérieures. Enfin, ce dernier patient, donc une vue sagittale. Donc on a vu tout à l'heure qu'au-dessus de notre tente, eh bien, nous avions le lobe occipital qui était séparé par le sillon pariéto-occipital du lobe pariétal. Et vous voyez que eh bien, dans cette projection, nous avons également une structure supplémentaire qui apparaît très intense, très blanche, et qui est en projection eh bien, des voies visuelles centrales. Donc ce patient-là présentait également une baisse de l'acuité visuelle. Donc vous voyez, ça permet d'insister un petit peu sur l'importance de connaître cette anatomie et de la reconnaître en imagerie, parce que eh bien, l'étape suivante pour vous lors des années ultérieures sera de lier une anomalie qui est visualisée en imagerie à l'examen clinique que vous réaliserez et pour lequel justement vous demanderez cette imagerie. Alors, je ne sais pas si vous écrivez beaucoup de choses, mais étant donné que c'est un cours d'imagerie essentiellement, essayez de regarder au maximum les images. Ces diaporamas, vous les aurez. Et si l'un d'entre vous s'occupe du Ronéo, je lui remettrai des documents écrits. Mais essayez de vous familiariser avec ce type d'imagerie. Alors la 3e paire crânienne, ou le nerf moteur oculaire commun, on conserve notre plan de présentation, un noyau, une portion cisternale, et puis ensuite les moyens pour cette paire crânienne de sortir du crâne. Donc le noyau, on l'a dit au début, l'IRM va nous permettre de visualiser le plan de coupe anatomique sur lequel eh bien, on sait que se projettent ces noyaux. Ici, vous reconnaissez à l'étage haut de la fosse postérieure les pédoncules cérébraux. Vous êtes d'accord? Donc là, on a un plan de coupe qui passe par ici. D'accord? Donc vous visualisez bien vos pédoncules cérébraux. Ici, l'aqueduc de Sylvius qui va permettre la communication du liquide cérébro-spinal entre le 3e ventricule et le 4e ventricule. Et l'on sait eh bien, que anatomiquement, le noyau des 3e paires crâniennes va se projeter immédiatement en avant au niveau du plancher de cet aqueduc. Une fois de plus, n'écrivez rien, vous aurez toutes les infos, regardez bien. Et puis ensuite, à l'intérieur de cette structure centrale, mésencéphalique, eh bien, les faisceaux d'axones vont avoir un trajet antérieur pour ensuite
donner l'émergence de ces troisièmes paires crâniennes au niveau de ce que l'on appelle la citerne interpédonculaire, puisqu'elle est située entre les deux pédoncules cérébraux. Cela correspond à cette structure linéaire que vous voyez ici. D'accord ? Donc ici, vous visualisez la troisième paire crânienne du côté droit chez ce patient. Donc une fois de plus, le noyau, il est ici. Vous repérez cette coupe avec les pédoncules cérébraux. Vous visualisez votre aqueduc de Sylvius, une structure liquidienne très postérieure. Et bien, en projection, quelques millimètres en avant, de part et d'autre de la ligne médiane, vous savez que sont présents les noyaux des troisièmes paires, puis ensuite un trajet antérieur et une naissance au niveau de la citerne interpédonculaire. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses, donc ces deux séquences sont très différentes, ce sont des séquences d'IRM puisqu'on regarde les noyaux. Vous voyez qu'il y a plusieurs structures blanches très linéaires qui apparaissent sur cette image-là, qui apparaissent en négatif très noir sur cette seconde séquence et qui correspondent à des vaisseaux. D'accord ? Lorsque l'on fait une imagerie qui permet de voir uniquement les vaisseaux, on sait également où vont se projeter la portion cisternale des troisièmes paires crâniennes. Puisqu'il y a plein de vaisseaux dans cette région-là, c'est important également de savoir situer cette troisième paire crânienne par rapport à ces différentes structures vasculaires qui passent. Donc ici, vous avez une vue de face avec uniquement des artères, ici le bas, ici le haut, la droite et la gauche. Vous voyez que vous avez deux structures paires qui correspondent aux artères vertébrales, qui vont donner l'artère basilaire, qui va se terminer, vous le voyez, en 4 structures, des artères cérébelleuses supérieures et des artères cérébrales postérieures. D'accord ? Artère cérébrale postérieure que vous retrouvez ici, qui va faire le tour du mésencéphale et aller vers les lobes occipitaux. Les petits points rouges que vous voyez ici correspondent au trajet entre les vaisseaux de ces troisièmes paires crâniennes. Donc retenez que le noyau de la troisième paire crânienne, vous allez le retrouver en regard du plancher de l'aqueduc de Sylvius. L'émergence, vous allez la chercher au niveau de la citerne interpédonculaire. Et au début de son trajet cisternal, c'est-à-dire dans les citernes de la base, cette troisième paire crânienne va croiser différentes structures vasculaires. Ce sera important pour plus tard, lorsque vous aborderez de la pathologie. Va croiser ces différentes structures vasculaires, tout au contact du bord médian du lobe temporal. Ces structures vasculaires, ce sont au-dessus l'artère cérébrale postérieure et en dessous l'artère cérébelleuse supérieure. La même chose sur une structure un petit peu agrandie. Donc le trajet cisternal va se poursuivre après avoir croisé ces différentes structures vasculaires. Vous le voyez, toujours un trajet divergent. Vous le savez pour en avoir eu des cours sur la fonction de ces différentes structures. Son objectif final à cette structure nerveuse est d'aller au niveau des différents muscles oculomoteurs à l'intérieur de la cavité orbitaire. D'où ce trajet divergent qui va croiser en premier lieu. Donc ici, vous reconnaissez des structures qu'on a vues, donc nos pédoncules, l'émergence de ces troisièmes paires crâniennes. L'objectif final de ce nerf est d'aller innerver les différents muscles qui permettent les rotations dans les différents mouvements des globes oculaires. On va traverser différentes structures anatomiques importantes. La première des structures anatomiques, donc portion cisternale, première structure anatomique importante que l'on va rencontrer et que l'on peut visualiser en imagerie, c'est ceci. Ceci correspond au sinus caverneux, vu de face, donc c'est un dessin réalisé de manière frontale, où vous reconnaissez la troisième paire crânienne. Donc on est ici, on a coupé cette image-là dans le plan coronal, en voici la projection. Donc la troisième paire crânienne qui est à la partie supérieure et la plus latérale de ce sinus caverneux, juste au-dessus de l'artère carotide interne. Et vous voyez que si vous revenez vers la ligne médiane, vous trouvez votre selle turcique, la glande hypophysaire dont on a parlé tout à l'heure, et juste au-dessus, normalement, devrait être notre chiasma optique, pour vous situer un petit peu. En voici la visualisation en imagerie. Donc notre carotide interne, qui correspondait à cette structure dessinée. On sait donc que la troisième paire crânienne va se retrouver dans cette projection-là. Ici, notre glande hypophyse, ici le chiasma optique, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cette image-là, vous l'avez déjà visualisée, c'est une des images importantes à retenir. Puis donc après avoir émergé de la citerne interpédonculaire, traversé le sinus caverneux, la troisième paire crânienne, vers ces muscles du globe oculaire, va pénétrer par la fissure orbitaire supérieure. Donc c'est ce que l'on va visualiser. Donc une fois de plus, maintenant on est dans de l'os, donc on passe au scanner. Cette image, on l'a déjà vue tout à l'heure. On a vu qu'ici, allaient cheminer nos nerfs optiques, juste en dessous.
eh bien, siège la fissure orbitaire supérieure à travers laquelle va passer cette troisième paire crânienne, pour ensuite, plus en avant, aller innerver différentes structures musculaires que vous visualisez aussi bien en scanner qu'en IRM, peu importe. Donc, on a déjà vu le contenu de l'orbite, le nerf optique au milieu. Pas très loin, on a notre bulbe olfactif, de la graisse essentiellement à l'intérieur de la cavité orbitaire, et puis différentes structures musculaires qui sont toutes innervées par la troisième paire crânienne, sauf le muscle oblique supérieur et le muscle droit latéral qui vont être innervés par d'autres paires crâniennes que l'on va voir tout à l'heure. Alors, deux patients. Une fois de plus, pour illustrer que lorsque vous connaissez l'anatomie, vous allez pouvoir expliquer certains types de déficits de symptômes cliniques. Ici, vous reconnaissez, certes déformé, mais vous reconnaissez les pédoncules cérébraux. Ici, votre aqueduc de Sylvius. Donc, on a dit que le noyau de la troisième paire crânienne allait se projeter ici et qu'ensuite, il allait y avoir un trajet antérieur, donc la structure linéaire que vous voyez ici, et qui est déplacée par cette structure supplémentaire, ce syndrome de masse développé dans le lobe temporal et qui va venir appuyer sur la troisième paire. Donc ce patient-là avait un déficit du 3. Ce patient-ci, voilà, là je vous remettais l'anatomie normale. Donc vous voyez que chez ce patient, ce sont toutes ces structures-là, les structures médianes du lobe temporal, qui ont grossi et qui viennent appuyer sur cette troisième paire crânienne. Ici, une séquence d'IRM sur laquelle vous voyez que vous avez un petit point blanc qui est en projection, vous le savez désormais, du noyau de la troisième paire crânienne, et donc qui permettait également de dire que ce patient-là, d'expliquer pourquoi ce patient avait une atteinte de cette troisième paire crânienne. Le nerf trochléaire, la quatrième paire crânienne, est purement motrice également, comme le 3, ça peu importe. Comment reconnaître un petit peu sa topographie? D'abord au niveau nucléaire, on est sur la même coupe que tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Cette coupe-ci. Les pédoncules cérébraux, notre aqueduc de Sylvius, la projection de notre troisième paire crânienne. Immédiatement en arrière, donc vraiment accolé au plancher de cet aqueduc, vous avez les noyaux des deux nerfs trochléaires. La quatrième paire crânienne, on a dû vous le dire déjà, a la particularité d'avoir un trajet qui est extrêmement long et il est le seul qui va émerger de la face postérieure du tronc cérébral. C'est également le plus petit des différentes paires crâniennes, la plus petite des différentes paires crâniennes que l'on peut imaginer. Donc c'est celle pour laquelle on a peut-être le plus de difficultés à visualiser directement ces portions. Toujours est-il que, comme vous le montre ce dessin, vous avez donc ces noyaux très à proximité de l'aqueduc de Sylvius qui vont croiser la ligne médiane pour émerger à la face postérieure des pédoncules cérébraux, de l'étage mésencéphalique, et qui vont avoir ensuite un trajet circumpédonculaire, c'est-à-dire que ça va faire le tour des pédoncules, pour traverser différentes structures. Celle-ci que l'on a déjà vue tout à l'heure, le sinus caverneux, et qu'on va revoir à de nombreuses reprises, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs paires crâniennes qui y passent, juste en dessous de la troisième paire crânienne, immédiatement en dehors de l'artère carotide interne, dans la paroi externe du sinus caverneux, va cheminer cette quatrième paire crânienne, qui ensuite va prendre une direction identique à celle de la troisième paire crânienne, c'est-à-dire que, elle va passer par la fissure orbitaire supérieure, ici symbolisée en axial, ici visualisée dans le plan coronal, pour ensuite aller innerver le muscle oblique supérieur ou muscle grand oblique, toujours sur cette imagerie sur laquelle on voit cette deuxième paire crânienne et les bulbes olfactifs, la première paire crânienne. Donc là, on va rater le 5 pour passer au 6 directement. Pourquoi? Parce qu'il a la même finalité fonctionnelle que les 3 et 4e paires crâniennes. Donc on va essayer d'avoir une certaine... de les voir un peu dans leur globalité en fonction de leur fonction finale motrice. Donc là, comment allez-vous faire pour connaître le niveau anatomique auquel se projettent les noyaux des 6e paires crâniennes? Là, on est descendu d'un étage. Les 3 et 4e paires crâniennes, nous étions à l'étage des pédoncules cérébraux. Là, on descend d'un étage pour visualiser la protubérance ou pont. Et à sa partie basse, toujours dans le plan axial, toujours en IRM, nous avons notre 4e ventricule.
vous voyez qu'il y a deux petites empreintes sur le plancher de ce quatrième ventricule. Je ne sais pas si vous voyez deux petits bourrelets, ici et là. Lorsque vous voyez ces bourrelets, eh bien, cela vous donne le niveau du noyau moteur, du noyau de la sixième paire crânienne. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces petits bourrelets sont créés par des fibres qui font le tour du noyau de cette sixième paire crânienne. Donc lorsque vous avez un plan de coupe au niveau de la fosse postérieure, au niveau de la protubérance, et que vous visualisez ces deux petits bourrelets, que l'on appelle les colliculus du facial, eh bien vous savez que juste en avant de ces bourrelets, vous avez les noyaux des sixièmes paires crâniennes. Puis, comme vous les symbolisez sur ce dessin, eh bien, il va y avoir un trajet antérieur et assez proche de la ligne médiane, finalement, des fibres intra-axiales de ces sixièmes paires crâniennes, une émergence très antérieure, des structures, vous le voyez, cisternales qui sont de petit calibre, que vous pouvez visualiser là dans un plan sagittal. Ici donc notre jonction entre le bulbe et la moelle, ici notre protubérance, ici les pédoncules cérébraux. Donc on a dit qu'on était descendu d'un étage. Ici à la partie inférieure de la protubérance va donc naître cette sixième paire crânienne qui va avoir un trajet antérieur, et vous voyez discrètement ascendant vers l'avant, qui va perforer la dure mère au niveau d'un petit canal qu'on appelle le canal de Dorello, et qui va, que vous voyez ici, donc si on cherche un petit canal dans l'os, eh bien on passe au scanner. Donc on a deux toutes petites structures arrondies qui correspondent aux voies de passage de ces sixièmes paires crâniennes, qui vont ensuite, une fois de plus, aller rejoindre le sinus caverneux. Le trajet de la sixième paire crânienne est celui le plus médian à l'intérieur du sinus caverneux, juste en dessous de l'artère carotide interne. Et puis ensuite, eh bien, cette sixième paire crânienne va suivre un chemin que vous connaissez, la fissure orbitaire supérieure, pour ensuite aller innerver exclusivement les muscles droits latéraux au sein de l'orbite. Donc vous voyez qu'on passe d'une modalité d'imagerie à l'autre, on passe de l'IRM au scanner de manière à pouvoir suivre dans ces différents segments ces paires crâniennes. Le nerf, la cinquième paire crânienne, le nerf trijumeau. Comme on a dû vous le dire au niveau anatomique classique, vous savez qu'il y a donc de nombreuses structures nucléaires, très étendues sur la quasi-totalité de la face antérieure du tronc cérébral. Donc une seule coupe ne permet pas de visualiser l'ensemble des noyaux sensoriels, sensitifs et moteurs du nerf trijumeau. On retient que donc on a un noyau mésencéphalique, c'est-à-dire la partie la plus haute du tronc cérébral, très étendu en hauteur, qui va permettre, qui va s'occuper de la sensibilité nociceptive, par exemple des muscles masticateurs, de l'articulation temporomandibulaire, des dents. Puis on va avoir un noyau au niveau protubérantiel, qui lui va s'occuper de la sensibilité tactile de la face. Et puis ensuite un noyau très étendu qui va jusqu'au niveau de la moelle cervicale, qui lui s'occupe plus particulièrement de la sensibilité nociceptive et thermique de la face. Donc au niveau nucléaire, c'est très complexe et c'est très étendu en hauteur. Au niveau moteur, eh bien, on a un noyau moteur localisé au niveau de la protubérance, juste au-dessus du noyau du nerf facial. Voilà pour les noyaux. Pour la portion cisternale, le nerf trijumeau, il est facile à visualiser parce que c'est le plus épais, le plus gros des différentes paires crâniennes. Vous le visualisez ici dans le plan axial et vous voyez ces rubans de substances blanches très épais, discrètement divergents, que vous voyez naître. Vous le voyez là, ce plan de coupe, on l'a déjà vu tout à l'heure. On avait le noyau des 6 qui était ici, juste en regard des bourrelets dont on a parlé tout à l'heure, du colliculus des faciales. Donc l'émergence, vous la voyez latéralement au niveau du sillon bulboprotubérantiel. Un trajet très antérieur, ici une vue de profil. Et on vous a expliqué que le nerf trijumeau, il allait se diviser au niveau du ganglion de Gasser, à l'intérieur d'une structure qu'on appelle le cavum de Meckel, que l'on voit ici rempli de liquide blanc, de liquide cérébrospinal, qu'il allait se diviser en 3 racines différentes, 5.1, 5.2 et 5.3. Donc on arrive à distinguer l'origine de ces 3 racines. Donc 5.1 ophtalmique, 5.2 maxillaire, 5.3 mandibulaire, et on arrive à suivre le trajet de ces 3 branches tout le long de leur cheminement jusqu'à leur terminaison sensorielle, sensitive et motrice. Donc vous voyez les
pour ce qui est du nerf ophtalmique, donc sensitif pur, et donc qui va assurer l'innervation sensitive de la partie supérieure de la face, eh bien le trajet va se faire par un chemin que l'on connaît, le sinus caverneux, la fissure orbitaire supérieure, pour ensuite aller se distribuer au niveau de l'orbite. Pour la branche 5.2 ou nerf maxillaire, donc également sensitif pur et qui va assurer l'innervation sensitive de cette partie-là en vert, et bien après avoir traversé le cavum de Meckel, le cavum de Meckel et le sinus caverneux à la partie inférieure, cette branche maxillaire va sortir de la base du crâne à travers ce que l'on appelle le foramen rond, que vous visualisez ici sous la forme d'un canal, qui ensuite va aller rejoindre la fissure orbitaire inférieure. Donc les différentes étapes de la traversée de l'endocrâne vers l'exocrâne de ce nerf maxillaire peuvent être suivies. Donc on passe de l'IRM au scanner pour voir les différents conduits osseux. Et ici, sur une reconstruction coronale, vous pouvez le voir également à la partie latérale de la paroi du sinus sphénoïdal, pour ensuite aller cheminer à l'intérieur du canal sous-orbitaire. La branche 5.3 ou branche maxillaire, elle va avoir un trajet qui n'est pas dans le sinus caverneux, comme vous voyez ici. D'accord, on n'a plus le 5.3, donc là on va quitter notre sinus maxillaire. Il va quitter la base du crâne au niveau de ce que l'on appelle le foramen ovale. Donc ici, sur une reconstruction coronale de scanner, vous voyez deux trous au niveau de la base du crâne que vous reconnaissez ici. Donc le foramen ovale, vous voyez qu'effectivement il a la forme de son nom, et qui va permettre le passage et la sortie de la base du crâne cette branche 5.3 qui va aller innerver au niveau moteur et sensitif les différents muscles masticateurs. C'est la 5.3. C'est pas clair. Donc ici notre branche 5.2, maxillaire, donc foramen rond, fissure orbitaire inférieure. Non, en fait c'est maxillaire, ça dépend de la terminologie, on peut avoir maxillaire. La plupart du temps on dit maxillaire et mandibulaire pour 5.2 et 5.3. D'accord. Alors, on va traiter ensemble les 7e et 8e paires crâniennes. Donc on retrouve un plan de coupe qu'on a vu en IRM, à l'étage de la protubérance, on est d'accord, le 4e ventricule, les deux petits bourrelets qu'on a vus tout à l'heure, le noyau du 6 que l'on peut repérer grâce à ces petits bourrelets, grâce au colliculus du facial. Ces bourrelets s'appellent colliculus du facial, pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'ils étaient formés par des fibres axonales qui correspondent aux fibres motrices du nerf facial. D'accord. Donc lorsque vous avez cette coupe sur la protubérance, le 4e ventricule, vous cherchez ces deux petits bourrelets et vous savez que ces bourrelets vous permettent de repérer en avant le 6 et que ces bourrelets sont constitués par des fibres motrices du nerf facial. D'accord. Ensuite, mentalement, si vous avez cette image sous les yeux, vous savez que latéralement, vous allez avoir les noyaux sensoriels et sensitifs et le 7 bis qui vont être un petit peu plus latéralement. D'accord. Donc essayez de garder en tête cette imagerie et surtout le plan de coupe qui vous permet d'avoir ces différentes structures nucléaires. Donc ici, là, toujours la même image, le 4e ventricule, les petits colliculus du facial. Donc en avant, on doit avoir le noyau du 6, noyau moteur du 7 qui va faire le tour et former ce petit bourrelet pour ensuite aller latéralement. Et à ce niveau de coupe-là, on a également les 4 noyaux vestibulaires et les 2 noyaux cochléaires. Donc on a latéralement par rapport au noyau du 6 et au noyau du 7, 4 noyaux vestibulaires et 2 noyaux cochléaires, peu importe leur nom, qui vont permettre de recevoir l'information qui va transiter par les nerfs cochléaires et nerfs vestibulaires. Ce sont des nerfs qui sont sensoriels purs, donc ils vont apporter l'information à partir de structures très périphériques, d'accord, les structures du labyrinthe, par lesquelles on terminera. Mais là, je vous montre, en partant des noyaux et en allant vers la périphérie, le chemin que va emprunter l'information. Donc ici, on est passé au niveau cisternal, donc ici, les structures nucléaires. Latéralement, les fibres proviennent ce que l'on appelle les angles pontocérébelleux, au niveau desquels vous voyez ce que l'on appelle le paquet acoustico-facial
dans le conduit auditif interne. Structure paire, dont vous voyez qu'elle est constituée de liquide, du liquide cérébrospinal, et de structures linéaires qui correspondent à ces différentes structures, à ces différentes paires crâniennes. Donc on arrive à distinguer, cette image-là est importante, elle vous montre la disposition des différents nerfs à l'intérieur de ce conduit auditif interne, à l'intérieur de cette structure-là, de ce que l'on appelle le paquet acoustico-facial. Ici, c'est une vue de profil, comme vous l'avez ici, avec l'avant ici, l'arrière ici, le haut ici et le bas ici. Et donc, ce schéma nous montre qu'à l'intérieur du conduit auditif interne, eh bien, en haut et en avant, vous avez le nerf facial et le 7 bis qui chemine juste en dessous. Donc c'est ce que l'on voit ici sur cette imagerie IRM, le nerf facial ici, le 7 bis, on n'arrive pas à le voir. En avant et en bas, nous allons avoir le nerf cochléaire, dans lequel donc va cheminer l'information auditive. Et puis en arrière, eh bien, nous avons les deux nerfs vestibulaires, supérieurs et inférieurs, dans lesquels vont cheminer les informations de position de la tête, de rotation, d'accélération linéaire, tout ce qui vous permet d'obtenir l'équilibre lorsque vous êtes en mouvement. Et donc ces deux nerfs vestibulaires, eh bien, on arrive à les distinguer parfaitement de profil. Donc ensuite, on peut avoir des reconstructions axiales, frontales, etc. Peu importe, ce qui est important, c'est de savoir que l'on arrive parfaitement à discriminer et à distinguer ces quatre différentes structures nerveuses. Le nerf facial, on a dit donc qu'il était en avant et en haut dans le conduit auditif interne. Ceci correspond à sa première portion, que l'on peut voir en IRM, que l'on ne voit pas en scanner. Et puis, comme l'anatomie dessinée au tableau vous l'explique, on va avoir un petit coude au niveau du nerf facial qui va lui permettre de naître ce segment-là, qu'on appelle le segment labyrinthique du nerf facial. Et immédiatement après, on va avoir un ganglion extrêmement important, le ganglion géniculé, au niveau duquel eh bien, le nerf facial fait son premier angle droit. Dans l'anatomie dessinée au tableau, on vous dit que le nerf facial va faire deux angles droits successifs, de 90 degrés successifs. Voici le premier au niveau du ganglion géniculé. Donc comme vous le voyez, ce segment labyrinthique puis le ganglion géniculé, on ne va pas le voir en IRM. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à l'intérieur de l'os. Donc on passe au scanner, et au niveau du scanner, vous voyez bien ce segment labyrinthique, et vous voyez bien le ganglion géniculé. Puis la deuxième portion du nerf facial, qui va cheminer au niveau de la partie médiane de la caisse du tympan, de l'oreille moyenne, que vous pouvez voir ici, et puis ensuite, à la face postérieure, dans l'épaisseur de l'os de la mastoïde, eh bien, se fera le deuxième angle droit, et la sortie à travers le trou stylomastoïdien pour particulièrement aller se diviser au niveau de la glande parotide. Donc ça veut dire que du noyau jusqu'à l'innervation finale au niveau de la glande parotide, eh bien, il est possible de visualiser le trajet du nerf facial, soit le nerf facial directement, soit les différents éléments constitutifs de son trajet. Donc dans le conduit auditif interne, on a dit qu'en haut et en avant, on avait le nerf facial. En bas et en avant, on a le nerf cochléaire. Le nerf cochléaire, en imagerie, vous le visualiserez très facilement, comme faisant suite immédiatement à cette image de trèfle que l'on voit en scanner comme en IRM, ici de l'IRM. Vous voyez cette structure très blanche de trèfle à 3 feuilles qui correspond aux structures de la cochlée, à l'intérieur de laquelle vous savez qu'il y a des petits cils vibratiles qui vont avoir des mouvements différents en fonction eh bien, du stimulus auditif. L'information auditive sera ensuite transmise au niveau du nerf cochléaire vers les noyaux que l'on a vus tout à l'heure. Les nerfs vestibulaires, eux, sont situés donc en arrière au sein du conduit auditif interne et vont recevoir l'information sensorielle de différentes structures du labyrinthe membraneux qui vous est symbolisé ici. Et ces structures, ce sont les canaux semi-circulaires et ensuite des otolithes dont vous avez entendu parler, je pense. Le terme sacule et utricule. Globalement, de quoi avons-nous besoin pour rester en équilibre lorsque l'on se meut dans le monde réel ? Eh bien, le système vestibulaire a besoin d'avoir une information sur vos mouvements de rotation de la tête particulièrement. Et donc ces mouvements de rotation de la tête, ils vont être transmis au niveau des noyaux vestibulaires grâce à ces 3 canaux que vous voyez ici, que l'on voit parfaitement en IRM, qui sont
organisés perpendiculairement les uns par rapport aux autres et qui vont être activés lorsque vous faites des mouvements de rotation de la tête. Et puis, eh bien, le système vestibulaire a également besoin d'avoir une information sur la gravité et l'accélération que vous pouvez donner à votre corps lorsque vous vous mettez à courir, par exemple. Et ça, ce sont les otolithes, utricules et saccules qui vont donner cette information. Toute cette information va être conduite pour être synthétisée en quelque sorte au niveau des noyaux vestibulaires et du cortex vestibulaire. Et cette information, elle va cheminer donc par les deux nerfs vestibulaires à la partie postérieure du conduit auditif interne. Donc ce patient, par exemple, présentait des vertiges, donc une instabilité et une pathologie de son système vestibulaire, et il avait également des troubles auditifs très fluctuants et qui allaient de manière croissante. Donc il était logique de se dire que puisqu'il a une anomalie de son système vestibulaire et une anomalie de son système auditif, on sait qu'il y a un endroit particulièrement où les structures sont anatomiquement très proches les unes des autres, c'est le conduit auditif interne. Et donc, en réalisant une imagerie de cette région-là, on mettait en évidence, vous voyez, une petite image supplémentaire, une petite image arrondie au niveau d'un des nerfs vestibulaires qui expliquait les symptômes qu'avait ce patient, qui correspondait à une petite lésion à enlever. Alors, on va attaquer les 4 dernières paires crâniennes. Donc, le nerf glossopharyngien, la 9e paire crânienne, je ne suis pas trop en retard. Si, c'est déjà fini, c'est ça. Donc ici, je vous ai mis une imagerie par résonance magnétique, une IRM. Donc on est encore descendu d'un étage au fur et à mesure. On descend après l'étage des pédoncules et l'étage de la protubérance. On descend encore d'un étage au niveau du bulbe. Et je vous propose de retenir ce plan de coupe-là, sur lequel vous voyez la partie antérieure du bulbe. Ici, une petite excroissance que l'on appelle l'olive bulbaire, présentant un sillon qui est le sillon collatéral supérieur. Ici, notre 4e ventricule, son plancher. On sait que la projection des noyaux du côté droit comme du côté gauche, des 9, 10 et 11e paires crâniennes sont très proches les unes des autres. Donc cette symbolisation est très caricaturale, d'accord, parce que ces noyaux peuvent avoir une étendue plus ou moins importante en hauteur, mais vous pouvez retenir ce plan de coupe-là au niveau du bulbe avec l'olive bulbaire, l'émergence de ces différentes structures motrices et la topographie de ces différents noyaux. Pour ce qui est du 9 à proprement parler, il va émerger au niveau de ce sillon collatéral postérieur du bulbe, et ensuite il va cheminer pour sortir du crâne à travers une fois de plus un conduit osseux qui est le foramen jugulaire, pour ensuite aller innerver différentes structures musculaires du plancher buccal. Donc ce foramen jugulaire, donc là je vous ai additionné l'image de l'IRM sur l'image du scanner. Donc on a les sillons collatéraux, le sillon collatéral supérieur, l'émergence de la 9e paire qui va ensuite aller vers ce foramen jugulaire. Ce foramen jugulaire, il est important parce que la 10e paire crânienne va, à partir de multiples rameaux, également émerger de ce sillon collatéral postérieur du bulbe et va également passer au sein du foramen jugulaire. Et celui-ci, vous le savez, le nerf vague, il va aller s'arboriser à l'étage thoracique, mais également à l'étage mésocolique, sus- et sous-mésocolique, avec, vous voyez, des branches qui vont à la fois vers les artères carotides au cou, également vers les poumons, mais également jusqu'en dessous de l'étage sous-mésocolique. La 11e paire crânienne, toujours la même image. Retenez que la projection de ces nerfs, vous ne vous trompez pas complètement si vous mettez la projection de la 11e paire crânienne à cet endroit-là, même si en hauteur, les noyaux de la 11e paire crânienne vont également au niveau de la moelle cervicale haute. Une émergence par de multiples rameaux, 5 ou 6 rameaux au niveau du sillon collatéral postérieur, et à nouveau un cheminement, au niveau du foramen jugulaire pour ensuite aller innerver au plan moteur des structures musculaires, ici déficitaires chez ce patient. Donc vous voyez, quand il tourne la tête, c'est contracté. Quand il tourne de l'autre côté, il n'y a absolument aucune contraction du muscle sternocléidomastoïdien ou du muscle trapèze. Pourquoi ? Parce qu'il avait une lésion en projection des trous de la base du crâne par lequel passe la 11e paire crânienne. Et enfin la 12e paire crânienne, toujours la même image. Donc tout à l'heure, on avait les 9, 10 et 11e paires crâniennes qui, pour simplifier, pouvaient se projeter
un peu à distance de la ligne médiane comme ceci, à proximité du plancher du V4. Le noyau du nerf hypoglosse, retenez qu'il se projette immédiatement au contact du plancher du quatrième ventricule, toujours sur ce plan de coupe-là, que l'émergence ne va pas se faire au niveau du sillon collatéral postérieur comme les 3 paires crâniennes précédentes, mais il va y avoir une émergence beaucoup plus antérieure, que cette 12e paire crânienne ne passera pas par le foramen jugulaire, elle, mais par un canal plus antérieur. Donc cela ne prend pas cette direction comme les 9, 10 et 11e paires crâniennes, mais un trajet plus antérieur. Et cela va sortir, ces paires crâniennes vont sortir du crâne au niveau du canal condylien antérieur et ensuite cheminer dans l'espace vasculaire constitué par l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne pour innerver de manière motrice la langue. Alors récapitulatif des quelques coupes qui sont importantes, les pédoncules cérébraux. Si vous avez une lésion de ce type-là ou pas, retenez que sur ce plan de coupe-là, où vous arrivez bien à dessiner vos pédoncules cérébraux et la citerne interpédonculaire, eh bien vous pouvez projeter les noyaux des 3e et 4e paires crâniennes. On va faire d'abord ensuite là-dessus. Que si vous descendez d'un étage au niveau de la protubérance, donc là vous avez vu, je les ai agrégés un petit peu entre eux, eh bien, pour simplifier les choses, au niveau de la protubérance, lorsque vous voyez ces petits bourrelets postérieurs qui sont donc les colliculus du facial, vous savez qu'immédiatement en avant, vous aurez le noyau des 6, que ces petits bourrelets sont constitués par les fibres motrices du 7 qui va être immédiatement en avant, et que eh bien, latéralement, vous aurez les noyaux cochléo-vestibulaires. Et lorsque vous vous mettez au niveau bulbaire, donc d'un étage encore en dessous, eh bien, vous allez pouvoir avoir la projection au moins partielle des 4 dernières paires crâniennes. Qui ensuite vont pouvoir avoir un trajet pour sortir du crâne au travers du foramen jugulaire, sauf pour ce qui est de la 12e paire crânienne. Donc toutes les paires crâniennes sont visibles en imagerie. Donc il faut garder à l'esprit que les noyaux et les portions cisternales, c'est l'apanage de l'IRM, que pour sortir du crâne, ces différentes paires crâniennes vont emprunter des canaux osseux que le scanner verra particulièrement bien, et qu'il y a des carrefours vasculo-nerveux qu'il faut retenir. Donc on a vu les 3 étages au niveau de la fosse postérieure. Il faut également retenir l'anatomie du sinus caverneux, du foramen jugulaire, et se rappeler que au niveau de la fissure orbitaire supérieure également, plusieurs paires crâniennes passent. Et une lésion à ce niveau-là peut entraîner un déficit simultané de plusieurs paires crâniennes. Si vous avez des questions, bien sûr.